Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, une œuvre qui a vraiment marqué le XXe siècle. Triste Tropique de Claude Lévi-Strauss, publié en 1955. Bonjour. On a reçu une pile d'extraits, de notes sur ce livre, et notre mission, c'est un peu de comprendre comment les voyages de cet anthropologue au Brésil dans les années 30 ont complètement dynamité sa vision de l'humanité. Et la nôtre avec? Et la nôtre par la même occasion, oui. Et ce qui est fou, c'est que ce livre, qu'on imagine être une ode à l'aventure, commence en fait par une déclaration de guerre au voyage lui-même. C'est tout le paradoxe de l'œuvre. Et il faut le dire tout de suite, Triste Tropique, c'est un livre profondément mélancolique. Oui, Le titre annonce la couleur, hein. Ce n'est pas merveilleux tropique. On sent une perte, une nostalgie dès les premières lignes. Lévi-Strauss part à la rencontre de cultures qui sont littéralement en train de s'étendre sous ses yeux. d'accord. Mais plus que ça, il fait vraiment le procès de l'exploration à l'ère moderne. Pour lui, le voyage est devenu une supercherie, quoi. C'est un périple à la fois géographique, au fin fond de l'Amazonie, et philosophique, au cœur des contradictions de l'Occident. Et cette désillusion, elle n'est pas juste théorique, elle est viscérale. Il écrit cette phrase terrible, les voyages ne nous confrontent plus qu'à notre ordure jetée à la face de l'humanité. C'est très fort. On est loin de la carte postale. Il parle de l'Asie qui est tombée malade, des îles paradisiaques transformées en porte-avions. L'ambiance est plombée dès le départ. Il raconte même son banquet d'adieu avant de partir, dans une maison désaffectée qui sent la désolation. Comme un mauvais présage. Exactement. Comme s'il savait que le voyage allait être une déception. Absolument. Et il y a une autre anecdote tirée de ces notes qui illustre ça de manière encore plus frappante. En 1941, il fuit la France de Vichy. Oui. Il se retrouve sur un bateau surchargé de réfugiés, direction la Martinique. Les conditions d'hygiène sont épouvantables, tout le monde est malade, et il raconte que quand, après des semaines de traversée, la terre est enfin en vue, le cri qui s'élève du pont n'est pas « Terre, terre !» Comme dans les films. Voilà, le cri unanime, c'est « Un bain, enfin, un bain !» C'est incroyable. Ça résume tout, en fait. La grande aventure humaine réduite à un besoin primaire d'hygiène. Le rêve se fracasse sur la réalité la plus crue. Exactement. Et ça le mène à un constat fondamental. Le voyage, c'est du pouvoir. L'explorateur n'est plus ce découvreur romantique et neutre. Non. Il est l'éclaireur d'une civilisation qui s'étend et qui, comme le roi Midas, transforme tout ce qu'elle touche, non pas en or, mais en une version dégradée d'elle-même. Et ça place l'anthropologue dans une situation impossible, ce qu'il appelle le double malheur. Le double malheur. C'est-à-dire qu'il est perdant à tous les coups? C'est ça l'idée. Soit il est comme les voyageurs d'autrefois, qui débarquaient face à un spectacle incroyable, des cultures totalement différentes, mais sans les outils intellectuels pour les comprendre. Le spectacle est prodigieux, mais il reste intelligible. D'accord, il voit mais il ne comprend pas. C'est ça. Soit il est comme le voyageur moderne, l'anthropologue qu'il est, qui a les outils, qui pourrait tout comprendre, mais qui arrive trop tard. Ah, La culture qu'il vient l'étudier est déjà en ruine, contaminée par l'Occident. Dans les deux cas, la rencontre authentique est manquée. Et ce sentiment d'échec, d'être arrivé soit trop tôt, soit trop tard, ça hante tous les livres. c'est une entrée en matière assez sombre, mais ça nous amène au cœur de son travail. Parce que, malgré ce sentiment d'échec, il a quand même étudié des sociétés fascinantes. Commençons par les Bororo. Ah, les bourreaux. Là, on est à des années-lumière du cliché du sauvage simple et primitif. Il décrit une organisation sociale d'une complexité qui donne le vertige. Le village Bororo est en soi une œuvre d'art sociologique. Il faut imaginer un grand cercle de huttes, parfaitement agencé. Ce cercle est coupé en deux par un axe est-ouest. D'accord. Au nord, vous avez la moitié Serra, et au sud, la moitié Tugar. Et cette division n'est pas juste géographique, hein. Elle régit absolument toute la vie sociale. Et c'est là que ça devient complètement fou. Les règles de mariage, par exemple, sont dictées par cette structure. Tout à fait. On doit obligatoirement épouser quelqu'un de l'autre moitié. Un homme Serra doit prendre une femme Tugar, et inversement. Simple jusque-là. Oui, mais ça va plus loin. L'appartenance à un clan, et donc à une moitié, se transmet par la mère. Ah, Ça veut dire qu'un homme appartient au clan de sa mère. Et là, attention, accrochez-vous. Si vous êtes un homme, votre femme vient de l'autre moitié. Vos enfants, qui appartiennent au clan de leur mère, seront donc dans la moitié de votre femme. donc l'autre moitié. Exactement. Ce qui signifie que vous n'êtes jamais dans la même moitié que votre propre fils. Attends une minute, il faut que je visualise. Ça veut dire que le lien père-fils, si central chez nous, est en quelque sorte cassé par la structure du village. L'autorité, l'éducation, ça ne vient pas directement du père dans ce cas.
C'est une excellente question et c'est exactement ça. L'oncle maternel, le frère de la mère, devient une figure d'autorité bien plus importante que le père biologique pour un garçon. C'est fou. Le village est une machine incroyable, qui tisse des liens sociaux complexes, non seulement entre les vivants, mais aussi avec les morts, car chaque clan a des devoirs funéraires envers d'autres clans. Et au centre de tout ça, il y a la Beit Manageo, la maison des hommes. C'est un club, un lieu de culte, un atelier, et un endroit strictement interdit aux femmes. C'est fascinant. C'est comme si leur vision du monde, leur philosophie était directement inscrite dans le plan de leur village. Ce n'est pas juste de l'urbanisme, c'est une cosmologie en 3D, quoi. C'est précisément l'analyse de Lévi-Strauss, l'agencement physique et la carte de leur univers mental. Chaque clan a une place, des privilèges, des devoirs. La structure du village sert à organiser, à rendre pensables des oppositions fondamentales, le masculin et le féminin, la nature et la culture. C'est une philosophie vécue, inscrite dans l'espace. Donc on a cette complexité qui s'exprime dans l'architecture même de la société. Et cette idée de la structure comme clé de lecture, on la retrouve ailleurs, mais sous une forme complètement différente. Je pense aux Caduvéo et à leur peinture corporelle. Oui, les cas du VO, c'est un autre cas d'étude passionnant. C'est une société très hiérarchisée, avec des castes nobles, guerriers, esclaves, ce qui est assez rare en Amérique du Sud. Ah oui. Et leur art, ce sont ces peintures faciales et corporelles incroyablement complexes. Des arabesques, des motifs géométriques très fins. Lévi-Strauss est subjugué, mais il ne se contente pas de dire c'est joli. Il se demande à quoi ça sert, quelle est la fonction de cet art. Et il en arrive à une interprétation, pour le moins audacieuse. Il compare ça à une carte à jouer. J'avoue que le lien ne m'a pas sauté aux yeux tout de suite. L'analogie est brillante. Il dit « Prenez une carte à jouer, dans sa fonction, elle est symétrique. Vous pouvez la tenir dans n'importe quel sens, elle a la même valeur. D'accord. Mais dans son dessin, dans son rôle, elle est asymétrique. Le roi de cœur n'est pas la dame de pique, il y a une hiérarchie. L'Arcadouvéo, selon lui, résout une contradiction similaire. Le visage humain est biologiquement symétrique. Oui. En y appliquant une peinture asymétrique, les Caduvéo créent une tension. Ils disent en quelque sorte « Nous ne sommes pas de simples créatures de la nature, nous sommes une société, une culture, avec nos propres règles, notre hiérarchie. » C'est une façon de s'arracher à la nature par l'art. Une affirmation de la supériorité de la culture sur la biologie. Mais, et c'est la question que je me pose, est-ce que Lévi-Strauss ne surinterprète pas un peu ? Est-ce qu'on ne risque pas de projeter nos propres obsessions sur un art dont le sens nous échappe peut-être ? C'est le reproche classique qu'on a fait au structuralisme, et la question est légitime. Lévi-Strauss répondrait probablement que son but n'est pas de savoir ce que les Caduvéo pensaient consciemment, mais de révéler la logique inconsciente à l'œuvre. D'accord. Pour lui, ces peintures sont une forme de pensée, une réflexion sociologique qui s'exprime avec des lignes et des couleurs plutôt qu'avec des mots. C'est une tentative de résoudre sur le plan esthétique les contradictions de leur propre société. D'accord. Donc, on aurait une société avec des structures sociales, artistiques ultra complexes. Mais Lévi-Strauss a aussi rencontré des peuples à l'opposé de ça, en apparence, comme les Nambikwara. Et c'est peut-être le peuple qui l'a le plus touché personnellement. Absolument. Il les décrit comme étant parmi les plus démunis matériellement qu'il soit possible d'imaginer. Pendant la saison sèche, ils sont nomades, ils vivent en petites bandes familiales, dormant à la belle étoile ou sous des abris de fortune. Vraiment le minimum. Oui, leur garde-robe est minimaliste. Pour certains hommes, elle se résume à une touffe de paille. On est dans une indigence matérielle quasi totale. Et c'est là tout le génie de Lévi-Strauss. Il ne s'arrête pas à cette pauvreté. Il la contraste immédiatement avec une richesse humaine et affective qui le bouleverse. C'est un point absolument crucial. Il décrit une atmosphère de tendresse, des liens familiaux très forts, des plaisanteries constantes, une vie affective et érotique très libre. Il montre que la complexité culturelle n'a absolument rien à voir avec la richesse matérielle. C'est une leçon d'antimatérialisme radical. Et c'est là, au milieu de ce peuple, qu'il va assister à une scène. Une scène minuscule, oui, mais qui va devenir la pierre angulaire d'une de ses théories les plus célèbres et les plus explosives. On y arrive. L'épisode de l'écriture. C'est une anecdote tellement géniale. Il faut la raconter. Il est là, au milieu des Nambikwara, et pour nouer le contact, il distribue des feuilles de papier et des crayons. La plupart s'amusent à dessiner des zigzags, des lignes, mais le chef du groupe,
qui a bien observé Lévi-Strauss prendre des notes, s'empare d'une feuille. Il ne sait pas écrire, bien sûr. Bien sûr que non. Il se met à tracer des lignes sinueuses en imitant le geste de l'écriture, puis il rassemble sa tribu et fait semblant de leur lire la liste de la répartition des cadeaux que Lévi-Strauss va leur faire, en s'attribuant le beau rôle. C'est incroyable. Les autres sont bluffés. Ils ne comprennent pas ce qu'est l'écriture, mais ils voient bien que ce papier couvert de signes donne du pouvoir à leur chef. C'est du bluff de génie. Le type a compris la fonction sociologique de l'écriture avant même d'en connaître le moindre usage. Il a compris que c'était un instrument d'autorité. C'est à la fois génial et un peu terrifiant. Et pour Lévi-Strauss, c'est une révélation. Il en tire une conclusion qui va à l'encontre de tout ce qu'on nous apprend à l'école. Pour nous, l'écriture, c'est le savoir, la poésie, les lumières. Pour lui, après cette scène, la fonction première de l'écriture n'est pas d'éclairer l'esprit. Sa fonction première, dit-il, c'est de faciliter l'asservissement. C'est une affirmation d'une violence inouïe. Il faut la mesurer. Il dit que l'écriture est avant tout un outil de domination. C'est exactement ça. Il regarde l'histoire, et que voit-il? L'écriture n'apparaît pas avec les grands poètes, elle apparaît avec la naissance des cités-États, des empires. Pour l'administration. Voilà, elle sert à quoi? À faire des recensements, à collecter les impôts, à rédiger des lois, à contrôler des millions de personnes. Avant d'être un outil de libération, l'écriture a été, et reste selon lui, l'outil par excellence du pouvoir et de la hiérarchie. Le chef Nambikwara l'avait compris instinctivement. Cette critique radicale des piliers de notre civilisation, ça l'amène à des comparaisons qui sont faites pour nous choquer, pour nous secouer. Je pense à sa réflexion sur le cannibalisme. Oui, c'est un des passages les plus provocateurs. Il compare deux manières de traiter ceux que la société rejette. Il y a les sociétés anthropophages qui mangent leurs ennemis, c'est une manière symboliquement de les absorber. D'accord. Et il y a les sociétés qu'il nomme anthropohémiques, du grec hémine qui veut dire vomir, c'est nous. Notre société ne mange pas ses déviants, elle les vomit, elle les expulse, on les enferme dans des prisons, on les isole. Et il pose la question, brutalement. Oui, Entre manger ses ennemis et les enfermer à vie dans une cellule, quelle est la pratique la plus barbare? la question est volontairement dérangeante. Il ne fait pas l'apologie du cannibalisme, on est d'accord. Bien sûr que non. Il utilise cette comparaison choc comme un miroir, pour nous forcer à regarder notre propre barbarie, celle qu'on ne voit plus tellement elle nous est familière. C'est une démarche très inspirée de Rousseau. Son but n'est pas de dire que le bon sauvage existe. Non, il sait que c'est une fiction. Exactement. Mais il utilise ces sociétés lointaines comme un outil théorique, un laboratoire, pour distinguer ce qui est originel de ce qui est artificiel dans notre propre nature. C'est une quête des fondements universels de la vie sociale. Et au bout d'écoute, on réalise que ce voyage aux tristes tropiques est en fait un voyage intérieur. La destination finale, ce n'est pas l'Amazonie, c'est une réflexion sur la condition humaine. Oui, et la conclusion du livre est d'une beauté et d'une humilité incroyable. C'est vrai? C'est une fin qui prend le contre-pied de tout l'activisme occidental. Il suggère que l'humanité, obsédée par le progrès, par son labeur de ruche, devrait parfois s'arrêter, faire une pause. Pour contempler? Pour contempler, et peut-être saisir son essence. Et cette essence, cette vérité sur nous-mêmes, on ne la trouvera pas dans nos plus grandes réalisations, mais dans les choses les plus infimes. C'est là qu'il écrit ces lignes magnifiques. Il dit que cette essence peut nous être révélée dans un minéral plus beau que toutes nos œuvres, dans le parfum plus savant que nos livres, d'un lys, ou dans le clin d'œil, lourd de patience, de sérénité et de pardon réciproque, qu'un accord involontaire permet parfois d'échanger avec un chat. C'est extraordinaire de terminer un grand livre d'anthropologie sur l'image d'un chat. C'est magnifique. Et c'est là que se cache peut-être le sens final du titre, la tristesse des tropiques. Ce n'est pas juste la nostalgie d'un monde vierge qui a disparu. C'est une tristesse plus profonde, métaphysique. C'est la reconnaissance que la condition humaine est prise dans une tension sans solution entre la nature, d'où nous venons, et la culture, cette prison de règles que nous construisons sans cesse pour nous en éloigner. C'est ça, le voyage ne résout rien, il expose juste cette contradiction. Dans toute sa brutalité. Alors, la pensée provocatrice à laisser à celles et ceux qui nous écoutent, ce serait quoi? Ce serait peut-être que le véritable voyage que propose Lévi-Strauss n'est pas une fuite en avant vers l'exotisme, mais un pas en arrière. Et si la plus grande sagesse n'était pas de découvrir d'autres mondes, mais de réapprendre à voir le nôtre?
Et si, comme il le suggère, la clé pour comprendre l'humanité ne se trouvait pas au sommet de nos gratte-ciel, mais dans le regard silencieux d'un animal? C'est une leçon d'humilité radicale. Oui, et peut-être plus nécessaire aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été.